dernière vidéo sur le chapitre 4, section 8. Bon, il restera une vidéo, mais ce sera pour faire le corrigé, si j'ai le temps, de l'exercice numéro 10. Alors, c'est sur les intervalles de confiance et intervalles de confiance asymptotiques. Alors, pour qu'on comprenne l'intérêt d'avoir des intervalles de confiance, reprenons un petit peu un exemple concret. Imaginez donc que vous ayez une pièce, vous avez envie de comprendre si oui ou non elle est truquée. Donc, forcément, vous allez la modéliser avec une Bernoulli, parce qu'une Bernoulli a deux résultats possibles, 0 ou 1, c'est-à-dire pile ou face. Et donc, du coup, la pièce est truquée si le paramètre de la Bernoulli est différent de 0,5 et la pièce n'est pas truquée si le paramètre de la Bernoulli, donc P, est égal à 0,5. Imaginons que la pièce n'est pas truquée, on ne le sait pas, d'accord? Et donc, du coup, vous allez faire n lancers indépendants, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des réalisations x1, xn, d'accord, qui seront la réalisation de cet n échantillon, Donc mes n échantillons, ce sont les variables aléatoires, c'est-à-dire, je vous avais bien expliqué que ici, ça correspond à tous les échantillons possibles, et là, c'est une réalisation possible. Donc si on s'intéresse, donc forcément, un estimateur des chapeaux de P, ce serait donc la moyenne empirique. Ça, on le sait, c'est 1 sur n, somme sur i égale 1 à n, xi. Donc, du coup, ça, c'est la version théorique, alors que là, ce serait, j'ai un échantillon qui, cette fois-ci, j'ai des valeurs, des variables observées, j'ai réalisé mon expérience, j'ai récupéré x1, xn valeurs, j'ai pu calculer la moyenne empirique, donc celle-ci, et par exemple, j'ai obtenu, je ne sais pas moi, 0,45. Je refais mon expérience, je réobtiens un nouvel échantillon, donc des nouvelles variables observées. Imaginons que cette fois, j'obtienne 0,48. Je recommence encore une fois, peut-être que cette fois-ci, j'obtiendrai 0,52, et ainsi de suite. Si je refais ça plusieurs fois, on voit bien que je vais avoir des valeurs, d'accord, ici, différentes valeurs, mais les plus souvent, si je réalise cette expérience plein de fois, j'ai le plus souvent des valeurs qui sont proches de la vraie moyenne, c'est-à-dire 0,5, c'est celle qui est indiquée ici en rouge. D'accord, donc, et c'est comme ça qu'on a récupéré le théorème central limite qui dit que si je fais ça plein de fois, le plus souvent j'ai des valeurs qui sont proches de la moyenne et moins souvent des valeurs qui sont loin de la moyenne, ce qui nous donne cette forme en cloche qui ressemble à une gaussienne. Donc ça, c'était le TCL qui nous disait ça. Alors du coup, on a envie de se dire, bon, là, je vois clairement que suivant d'une expérience à l'autre, je n'ai pas forcément les mêmes valeurs. Alors du coup, une chose qu'on aime bien en entreprise ou lorsqu'on fait des études ou des choses comme ça, c'est dire, OK, j'ai accès à une valeur, cette valeur, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas forcément égale à la vraie valeur, on espère qu'elle n'en soit pas trop loin, même si parfois on peut en être quand même assez loin. Donc ce qu'on a envie plutôt de construire, c'est un intervalle de confiance, c'est-à-dire mon paramètre inconnu, ici P, appartient à un certain intervalle de confiance, c'est-à-dire est compris entre deux valeurs, et je veux que donc, ces valeurs-là, donc je peux le construire d'abord de façon théorique pour n'importe quel échantillon, et après on fera la pratique, on construira effectivement à partir des réalisations. Donc, quand je suis ici, c'est aléatoire. Ici, c'est déterministe. Ça y est, ça s'est réalisé. Un peu comme là, c'est aléatoire et là, non. Donc, nous, on veut que, ici, la probabilité d'appartenir à un intervalle de confiance, on veut qu'il il soit grand. D'accord? Que notre confiance soit grande. Ça veut dire quoi? C'est qu'on veut que la probabilité... Alors, je l'écris comme que la probabilité d'appartenir à cet intervalle de confiance soit très grande, c'est-à-dire de l'ordre de 1 moins alpha, où alpha est très petit, par exemple 5%, donc 1 moins alpha sera 95%. Ça veut dire que la probabilité que la vraie valeur appartienne à un certain intervalle est très grande. Et comme ça, du coup, en pratique, on pourra construire et on saura, parce qu'on a construit théoriquement des intervalles de confiance qui ont une grande probabilité,
d'être vérifié. Et donc, du coup, on dira bah, la probabilité, quoi. On sait qu'avec 95, on a 95% de chance, par exemple, 1 moins alpha % de chance, que le paramètre qu'on ne connaît pas, P, appartienne à cet intervalle de confiance. Donc, grosso modo, on a plutôt envie d'avoir quelque chose qui soit autour de la vraie moyenne, de dire bah, j'ai une grande probabilité d'appartenir à ça. Si vous regardez et que vous imaginez que ça, c'est une gaussienne, on est d'accord? Ça reviendrait à dire, bon, ben, moi, je veux un intervalle de confiance qui soit ici, autour de la moyenne. Grosso modo, ça voudrait dire que, hop, si je retire ça, là, si je mets alpha sur 2 de ce côté-là, alpha sur 2 de ce côté-là, parce qu'on sait que l'air sous la courbe vaut 1, bah, du coup, l'air qui est ici vaut 1 moins alpha. Donc, du coup, ça, la probabilité d'être ici, elle serait bien de l'ordre de 1 moins alpha. D'accord? Donc de 95% de chance. Donc ce qu'on veut, c'est construire un intervalle de confiance ici, voilà, où on sait que la probabilité d'être dans cet intervalle, c'est l'air sous la courbe. Et donc, voilà ce qu'on a envie de construire et qui est indiqué comme ça. Ça, c'est la définition d'un intervalle de confiance. Cet intervalle de confiance, on peut le calculer de manière exacte, c'est-à-dire si on connaît la loi sous-jacente, ici, hein, un paramètre, sauf le paramètre inconnu, mais on connaît sa forme, ou pas, on est d'accord. En tout cas, ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser le TCL qui dit qu'au final, tout est gaussien quand on a beaucoup de données. Donc, on peut construire ce qui s'appelle un intervalle de confiance asymptotique, c'est-à-dire qu'on a la même chose, mais cette fois-ci avec n qui est très grand. Alors, on revient du coup à la définition d'un intervalle de confiance. Regardons les deux définitions. Donc, la première définition, c'est un intervalle de confiance. Là, moi, je vais parler de taille 1 moins alpha, avec alpha, c'est une valeur qui est petite, qui est comprise entre 0 et 1, donc c'est un intervalle, on rejette les choses. Donc dans ces cas-là, c'est si la probabilité, donc on va dire que θ, c'est le paramètre inconnu, donc tout à l'heure, le paramètre inconnu, c'était P, la probabilité que θ appartienne à cet intervalle de confiance, donc qui a été construit avec un n échantillon, est égale à 1 moins alpha. Ensuite, on a exactement la même définition, sauf que cette fois-ci, on a copié, on peut parler à l'asymptotique. Donc, on va parler d'intervalle de confiance asymptotique de taille 1 moins alpha, si, cette fois-ci, la limite, quand n tend vers plus l'infini, que la probabilité que mon paramètre inconnu appartienne à cet intervalle est égale à 1 moins alpha. Donc ça, c'est la définition d'un intervalle de confiance et un intervalle de confiance asymptotique. Alors, toc, j'essaie juste de... Okay. Alors, dans notre... on peut construire du coup un intervalle de confiance pour la moyenne. Imaginons que vous ayez un n échantillon. Donc, vous ayez un n échantillon, c'est-à-dire des variables aléatoires xi qui sont id, de même loi L. Donc, tous les xi ont la même moyenne mu, tous les xi ont la même variance sigma carré. Si vous voulez donc un intervalle de confiance, donc celui-ci, on va l'appeler intervalle de confiance de taille 1 moins alpha, et celui-ci, on va l'appeler intervalle de confiance de taille 1 moins alpha asymptotique. Un intervalle de confiance de taille 1 moins alpha,
pour mu, bah, c'est juste la probabilité que mu appartienne à cet intervalle de confiance. On veut que ce soit de taille 1 moins alpha. Si j'en construis un à l'asymptotique, bah, ça sera la probabilité que mu appartienne à l'intervalle de confiance asymptotique 1 moins alpha, c'est 1 moins alpha. Donc ça, c'est les deux intervalles. Et nous, je vous ai donné, en tout cas, je vous ai donné un théorème, ou je crois que c'est une propriété, je ne sais plus ce que j'en ai mis. Alors, attendez. Hop. Vous en avez un qui est le suivant. Donc, qui est si... Oups. Donc, un intervalle de confiance asymptotique 1 moins alpha pour mu, donc là c'est vraiment asymptotique, c'est le suivant, intervalle de confiance asymptotique 1 moins alpha, ce sera x bar n, plus ou moins le quantile d'une gaussienne n01, 1 moins alpha sur 2, sigma divisé par racine de n. Ça, c'est si sigma est connu. Souvent, sigma n'est pas connu. Donc, un intervalle de confiance asymptotique 1 moins alpha pour mu. Si sigma est inconnu, dans ces cas-là, ce sera un intervalle de confiance asymptotique 1 moins alpha, ce sera x bar n, plus ou moins le quantile d'une gaussienne n01, d'ordre 1 moins alpha sur 2. Et ici, il suffira de remplacer la variance, en tout cas ici la standard deviation, donc l'écart type, par un estimateur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme estimateur? Bah, vous avez la racine carrée de la variance empirique, ou alors vous pouvez prendre la variance empirique corrigée, ou n'importe quel estimateur sigma chapeau qui converge en probabilité vers la vraie valeur. C'est la seule chose qu'on demande à cet intervalle de confiance. Alors, oups. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut l'utiliser, redimensionner. Et d'ailleurs, on peut même le démontrer quelque part, parce que ce n'est pas très compliqué à démontrer. On peut faire rapidement la démonstration, qui est la suivante. On parle bien de l'asymptotique. Si vous avez un n échantillon, vous savez que x bar n, avec racine de n, moins mu, divisé par sigma, ça converge vers une gaussienne n01. D'accord? C'est-à-dire, c'est le TCL, on a dit que c'était approximativement, quand n tend vers l'infini, une n01. D'accord? Si vous posez que cette chose-là, c'était n, variable aléatoire, qu'est-ce que vous savez d'une gaussienne n01? Vous savez que la probabilité que, alors, déjà, on sait que la limite, quand racine de n, x bar n, alors on va le faire plutôt dans l'autre sens. Ce que vous savez des gaussiennes, vous savez que si Tn suit une n01, c'est-à-dire qu'elle a cette forme-là, d'accord? La probabilité que d'être compris entre moins le quantile 1 moins alpha sur 2 d'une n01 et plus le quantile d'une n01, ça on le sait depuis un moment, c'est égal à quoi? C'est égal à phi
de Q. Alors, je vais noter juste pour simplifier, hein, je vais dire que ça, c'est Q. OK? Donc, c'est phi de Q moins phi de moins Q. C'est-à-dire que c'est phi de Q moins 1 moins phi de Q. Parce qu'on sait que phi de moins U est égal à 1 moins phi de U. Okay. Donc, ça fait 2 phi de Q moins 1. Ici, phi de Q, n'oublions pas que Q, c'est le quantile de 1 moins alpha sur 2. Donc, par définition, c'est égal à 1 moins alpha sur 2, moins 1. Et donc, ça fait 1 moins alpha. Donc, on a bien que la probabilité que Tn soit compris, donc appartienne à moins QQ, est égale à 1 moins alpha sur 2. Plus exactement, je vais dimensionner. On a bien que la probabilité d'être compris entre le quantile moins 1 alpha sur 2 Tn et Q1 alpha sur 2, c'est égal à 1 moins alpha. D'accord, mais on le voit bien ici. Si vous mettez alpha sur 2 ici, le quantile alpha sur 2 ici, 1 moins le quantile alpha sur 2 ici, vu que je suis en loi symétrique, ça correspond à... oups, je vais arriver, hein. Si ici, c'est le quantile 1 moins alpha sur 2, ici, c'est le quantile alpha sur 2, qui est égal aussi à 1, à moins, excusez-moi, le quantile 1 moins alpha sur 2. Ah, le quantile 1 moins alpha sur 2. Alors, le quantile 1 moins alpha sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette aire-là fait 1 moins alpha sur 2. Donc, cette aire-là fait alpha sur 2. Donc, si vous voulez, ce bout-là, là, fait alpha sur 2. Le quantile alpha sur 2, ça veut dire que l'aire qui est là fait alpha sur 2. Par symétrie, ce quantile-là est égal à moins ce quantile-là. C'est pour ça que j'ai écrit ici que ça, c'est égal à moins le quantile 1 moins alpha sur 2. Donc, du coup, on a bien que la probabilité de Tn d'être compris entre moins Q et Q, donc d'être entre cette valeur et cette valeur, donc d'être ici, c'est l'aire qui est ici. Donc, si l'aire totale fait 1, bah, l'aire qui est ici, c'est 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 1 moins alpha. Donc, on aurait pu, dès le début ici, dire que ça faisait 1 moins alpha. Sinon, vous le redémontrez de cette façon-là. Donc, si j'en reviens à comment on prouvait cet intervalle de confiance. Donc, j'avais cette chose-là. Sauf que ça, c'est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la probabilité que racine de n, x bar n, moins mu, on va le faire comme ça. Alors, vu que je n'avais pas travaillé en limite, mais je travaillais asymptotiquement, je vais essayer de le remettre comme ça. Donc, nous, on a la limite quand racine de n de x bar n moins mu sur sigma, quand n tend vers plus l'infini. Le TCL, oups, compris entre moins Q et Q, hein, avec Q est égal à ça. C'est la même chose, parce qu'on a dit que cette chose-là, bah, j'ai dit que c'était Tn, hein, Tn qui est là. Hein, j'aurais dû mettre que c'est à peu près Tn, c'est ici que j'aurais dû le mettre. Oups, que c'est Tn, et que Tn suit une gaussienne. Donc, en gros, le TCL me dit que cette chose-là se conduit exactement comme une gaussienne N01, donc en N est grand. Donc, j'ai bien cette proba qui est à peu près la même que celle-ci, et on vient de prouver qu'elle était de l'ordre 1 moins alpha. Donc, j'ai bien ici
tout ce qu'il me faut pour construire mon intervalle de confiance asymptotique. Comment? Bah, il suffit de prendre le sigma, de le passer de ce côté-là, de chaque côté. Le X bar, donc si on remet tout de chaque côté, vous allez exactement vous retrouver avec cette chose-là. Alors, on le voit tout de suite. Regardez, hop. Oups, mince. On va voir. Donc, j'ai moins Q compris entre racine de n, xn bar moins mu Q sur sigma. C'est symétrique, hein, donc j'aurais pu aussi écrire racine de n, x bar. Oups. Si on multiplie tout par moins 1, ça ne changera rien, vu qu'on a Q de ce côté-là et Q de ce côté-là. Ça ne change strictement rien. Donc ça fait moins Q sigma de chaque côté. Q sigma de chaque côté. Je divise par racine de n, je divise par racine de n, et j'ajoute x bar n, j'ajoute x bar n, et j'ai bien mu. On est OK? J'ai pris d'abord le sigma qui est là, je l'ai passé de l'autre côté, donc il est devenu multiplié. Ensuite, j'ai pris le racine de n qui est là, donc je l'ai passé de l'autre côté, je l'ai divisé, donc il me restait ça. Et j'ai pris ça que j'ai passé en addition de chaque côté. Donc j'ai bien mu qui appartient à x bar moins q sigma racine de n et q sigma racine de n plus x bar. Donc j'ai exactement l'échantillon qui est ici. D'accord? Alors, si on a... on peut regarder d'autres choses, des choses que je vous ai mis dans le poly, qui étaient, par exemple, déjà, comment on construit. Par exemple, imaginez que vous ayez un n échantillon de taille 1000. Donc, vous avez calculé cette chose-là. Donc, ici, ce serait plutôt un x n bar, hein, vu qu'il a été observé. Il valait 2005. Vous avez calculé Sn, l'écart type empirique, parce que vous ne connaissez pas la variance. Vous choisissez un niveau de confiance, donc 1 moins alpha, qui est égal à 95%. Donc ici, c'est 1 moins alpha égale à 95%. On a n égale à 1000. On a x bar n qui est égal à 2500. On a Sn qui est égal à 600. Donc c'est, je vais mettre, je vais mettre un petit s pour dire que c'est celui que j'ai observé. Le quantile de 1 moins alpha qui est égal au quantile de 1 moins alpha sur 2, qui est égal à 1 moins alpha étant égal à 0,5, donc ça fait 0,025. Ça, c'est à peu près 1,96. Donc, du coup, si vous remplacez, vous avez x bar n, plus ou moins le quantile fois S, n, sur racine de n. Et si vous remplacez tout ça, donc si vous remplacez ça par ça, si vous remplacez ça par ça, Sn par ça, racine de n par la racine de cette chose-là, donc tout est écrit ici, vous avez cette chose-là. Donc en gros, qu'est-ce qu'on dit ici? Avec 95% de chance, j'ai la quantité qui m'intéresse. Ici, on souhaitait estimer le revenu moyen des habitants d'un pays. Et ben, on sait qu'avec 95% de chance, on sait que le revenu moyen est compris entre 2463 et 2537. D'accord? De la même façon, je vous ai dit, vous changiez regardez, j'ai deux dessins ici, Ops, qui sont assez intéressants. J'ai ça et j'ai également cette chose-là. Alors, ici, j'ai regardé d'abord deux tailles. J'ai regardé n égale à 50 et n égale à 1000. Donc, on sait bien que quand n égale à 50, j'ai moins de précision que lorsque n égale à 1000. Donc, pour n égale à 500 et à 50 et 1000, j'ai tiré un n échantillon ici et un autre n échantillon ici. D'accord? Donc, j'ai deux n échantillons différents. Première chose qu'on voit, c'est que la moyenne empirique, donc ici, c'est la moyenne
une moyenne empirique, ça c'est une autre moyenne empirique, donc c'est-à-dire deux réalisations, deux n échantillons différents. On voit bien que je peux avoir deux moyennes différentes. Elles sont là, calculées dans mon tableau. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué ici, par exemple, que j'ai 0,45 ou 0,48, par exemple. Je ne suis pas forcée d'avoir exactement la même chose. Donc ici, pareil, pour n égale 50, si je réalise deux fois mon enquête, c'est-à-dire que j'interroge 50 personnes, j'interroge 50 autres personnes qui sont issues de la même population, je n'aurai pas forcément la même moyenne. De la même façon, du coup, je peux construire, vu que maintenant j'ai toutes mes données, je peux construire les intervalles de confiance. Les intervalles de confiance qui sont ici. Donc ici, c'est la borne inf, la borne sup, hein, la valeur inf, la valeur sup, la valeur inf, la valeur sup. Et ici, c'est la taille de mon intervalle de confiance. Qu'est-ce que je note? Je note que déjà pour n égale 50, mes deux moyennes ne sont pas les mêmes, hein. En vert, c'est la vraie moyenne, hein. Et que ici, l'intervalle de confiance qui est ici ne contient même pas la vraie moyenne. Donc en plus, il n'est pas bon. Et ici, l'intervalle de confiance contient la vraie moyenne. Alors vous allez me dire, oui, mais un intervalle de confiance, c'est à 95%. Donc il y a quand même 5% du temps où c'est pas vrai. Voilà, là par exemple, on est dans un cas où la vraie moyenne, qui est en vert, n'appartient pas à mon intervalle de confiance. Et en plus, on voit bien que l'intervalle de confiance est de taille quand même assez large. Si maintenant j'augmente n et que je m'intéresse et que je tends plutôt vers l'asymptotique, c'est-à-dire que j'ai un échantillon de taille plus grande, c'est-à-dire que j'interroge deux fois des populations de 1000 personnes. Donc, dans les deux cas, j'ai interrogé 1000 personnes, j'ai obtenu une certaine moyenne. J'ai interrogé encore 1000 personnes, j'ai obtenu une autre moyenne. Cette fois-ci, les deux moyennes sont assez proches et sont assez proches de la vraie moyenne. Donc là, on se retrouve vraiment vers le TCL, hein. Vous vous rappelez, j'ai mes petits histogrammes. Plus n est grand, et puis plus j'ai une moyenne une gaussienne qui est très en pic. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien des valeurs qui sont plus précises. Si je construis mes deux intervalles de confiance, les deux contiennent la vraie moyenne, et surtout, les deux sont très petits. Donc, qu'est-ce qu'on note? On note que la taille déjà de l'échantillon est extrêmement importante. Il faut quand même avoir un échantillon de taille assez grand, ok, pour s'éviter ce genre un petit peu de choses-là, que plus n est grand, plus déjà l'estimation, c'est-à-dire le point noir, est proche de la vraie moyenne. Ça, c'est la loi forte des grands nombres qui nous dit ça. Et ensuite, l'intervalle va être petit, ça c'est le TCL. L'intervalle va nous permettre d'avoir des intervalles qui vont être très petits et bien centrés autour, en tout cas, vont contenir avec une plus grande vont contenir la vraie moyenne qui nous intéresse. Donc, voilà pour cette section-là. Et on va passer sur une autre vidéo à l'exercice numéro 10. Comme ça, au moins, vous comprendrez bien comment ça fonctionne sur un exo.